Bonjour et bienvenue dans le numéro 1 de WordPress et compagnie ou WordPress Co. On ne sait pas encore, le choix sera fait pour le troisième épisode. Votez du reste pour ce que vous préférez, WordPress et compagnie ou WordPress Co. Le concept de ce podcast, il est très simple. On va essayer d'améliorer vos compétences techniques et stratégiques sur WordPress à travers des cas clients et des entreprises que l'on recevra à chaque épisode pour nous présenter ce cas client à travers leur expérience. Aujourd'hui, le cas client s'intéresse à un sujet dont on parle 10 fois par an avec Cyril, avec nos clients. On a beaucoup de demandes à ce sujet qui sont rarement mis en œuvre parce que c'est assez complexe. Techniquement, il s'agit des configurateurs de produits intégrés ou non à WooCommerce. Aujourd'hui, c'est même intégré à WooCommerce. Donc, c'est particulièrement intéressant de fabriquer son produit sur mesure et le vendre, tout ça en ligne. On va en parler avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci de nous accompagner pour ce premier épisode. Je suis ravi qu'une femme de la tech soit avec nous à mes côtés et pour de nombreux podcasts, je l'espère. Cyril, le magicien des 0 et des 1. Salut. Salut Cyril. Est-ce que tu as une petite expérience, une petite nouvelle à nous partager te concernant? Je dirais pour moi, la petite nouvelle de la semaine, c'est le speak au WordCamp Bretagne que je vais faire. Donc, du coup, ça s'ajoutera au speech que je vais devoir faire au niveau du forum PHP. Donc, du coup, les deux seront à peu près sur le même sujet, c'est-à-dire faire du PHP moderne dans WordPress. Et donc, du coup, ça sera mes troisième et quatrième talks sur le sujet. Est-ce que tu as des nouvelles de ton côté? Une grosse nouvelle, mais en tout cas, il y a une star parmi nous. Voilà. Cherchez qui c'est. 4e talk WordPress. Bravo. La grosse news, tu étais aussi dedans cette semaine. C'est surtout un nouveau produit pour nos clients. On a cherché à proposer le meilleur du service d'hébergement mutualisé, bien sûr, le prix, et du service d'hébergement dédié, le support et les performances techniques. On a passé 150 sites d'un hébergement mutualisé chez un gros hébergeur à une baie qu'on a acheté, donc un serveur dédié qu'on a acheté, que l'on administre et sur lequel on ne va héberger que nos clients. Donc, que des clients qui sont en maintenance chez nous, que des colocataires que l'on connaît. Le problème du mutualisé aussi, c'est que vous ne connaissez pas vos colocataires, vous ne connaissez pas les pics de trafic, vous ne connaissez pas la réputation de vos colocataires. Donc c'est ça qui peut pêcher, qui peut vous handicaper sur plusieurs points sur un hébergement mutualisé. Les inconvénients de l'hébergement dédié, c'est que ça coûte cher. Donc là, nous, avec 150 sites environ que l'on migre, on a les capacités d'investir dans un serveur, dans une base de données privée, dans 2 serveurs, même en redondance, et de proposer des bonnes performances, des performances de dédiés à 150 colocataires. On va pouvoir en mettre encore une centaine dessus avant de faire évoluer encore l'infrastructure, sans doute, soit avec un serveur dédié plus gros, si le produit rencontre le succès. Voilà, c'était la grosse news, grosse migration, quelques couacs, mais beaucoup d'enrichissement, d'expérience. Voilà, on apprend des choses tous les jours. Stop le storytelling. Quelques news WordPress 6.6 qui est sorti déjà il y a quelques semaines au moment où vous regardez cette vidéo, je pense. 800 corrections, tu me dis si je me trompe, Cyril, correction de bugs, amélioration. Bien sûr, ça concerne la bibliothèque de blocs, toujours, la bibliothèque React qui évolue, et on le voit, ça fait plaisir en back-office. L'API, qui est toujours concernée par les mises à jour majeures, et une petite fonctionnalité, somme toute petite, mais qui a dû être assez lourde à développer, puisque ça fait peut-être 10 ans qu'on l'attend. C'est le rollback, si jamais un plugin plante à sa migration, ou à sa mise à jour, pardon, ou provoque des incompatibilités avec d'autres, vous allez avoir la possibilité de revenir en arrière à une version antérieure. Et c'est quand même très agréable pour votre maintenance corrective de vos sites. Ping-pong, Cyril.
news de ton côté? Du coup, de mon côté, pour moi, la grosse news, c'est vraiment le rachat de NitroPack, donc du coup, le plugin de performance par DrupalJag. C'est un rachat qui fait du sens parce que dans les deux cas, on est sur des utilisateurs qui sont prêts à mettre à la somme pour avoir un service aux petits oignons derrière. Et ils ont été assez rapides à l'intégrer parce que ça fait moins d'une semaine qu'ils l'ont racheté et c'est déjà dans les outils de DrupalJag. Ok. Après, le petit bémol que je mettrais à ce rachat, c'est vraiment, en scrollant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que tout le lead management de NitroPack était en train de sortir de la compagnie. Et donc, du coup, on ne sait pas trop vers où va aller cette compagnie. Ok. Après, j'ai entendu parler de Studio. WordPress Studio. Ouais, petite news. Alors, moi, je suis dans les news pas fraîches. Je continue dans les news pas fraîches. Le Studio, c'est WordPress qui a sorti cet outil et qui permet, une fois installé sur votre ordinateur, PC, Mac, de produire des sites en local sur votre ordinateur. Donc, sans avoir pas besoin de passer par un MAMP, un WAMP, etc., de monter un petit serveur local. Vous pouvez le faire dans un outil qui est joli, qui est facile à utiliser. Euh, c'est passé un peu sous les radars, j'en entends pas trop parler, donc je vous conseille d'aller le tester. C'est un bon complément à WordPress Playground qui est disponible en SaaS, hein, en ligne, sur lequel vous pouvez tester des outils, des plugins, des thèmes, ce genre de choses, mais qui vous crée un WordPress éphémère. Donc vous ne pouvez pas faire du test de long terme. Là, avec WordPress Studio, vous pouvez garder un site en test pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même. C'est pas fait pour la migration ensuite, hein, c'est garder à l'esprit que c'est pour du test, hein, plutôt sur vos sites. Mais en tout cas, allez tester si vous faites des sites au quotidien. Dernière news? Du coup, pour moi, la dernière news, ça serait le WordCamp Bretagne, comme on vous avait parlé, qui va être du coup le 27 septembre à Rennes. Et ça va être le seul événement WordPress cette année. Donc, du coup, si vous voulez assister à un événement en physique de WordPress avec toute la communauté, c'est à Rennes le 27 septembre. Et dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus déjà que 30 passes au moment où je vous parle. Le podcast sortira avant le 27 septembre, il sortira début septembre. Euh, donc j'espère qu'il reste des places. Merci. On va passer à ce qui intéresse le plus nos auditeurs, téléspectateurs. Le cas client. Aujourd'hui, on parle de configurateur de produits avec Delphine Matou. Merci Delphine, encore une fois, d'être avec nous pour nous parler de ce sujet qui intéresse beaucoup de gens. Première question déjà, Delphine, est-ce que je peux te demander tout simplement de te présenter? Oui, alors je suis la fondatrice de Shoam, qui est un site de vente en ligne de mobilier semi-personnalisable et qui recycle également les chutes de marbre issues de la production d'une marbrerie pour les clients. C'est plutôt tourné du coup vers le développement durable et pour aussi tout ce qui va être nos clients professionnels. Ok, je vois venir le configurateur sur la deuxième partie. Tu vas me corriger si je me trompe. Si on parle de ça aujourd'hui, et une raison particulière, tu as vu une opportunité il y a aujourd'hui à peu près 1 an et demi, je dirais, selon on s'est dit en préparation de l'épisode, pour ton business. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse un petit peu de ce configurateur, comment c'est arrivé, quels étaient ses premiers objectifs? Est-ce que tu as connu des aventures, des mésaventures? Comment tu l'as fabriqué? Voilà, je te relancerai au fur et à mesure, mais déjà, parler un petit peu de la genèse, de tes Alors, clients, Shoam, de ton business. oui, Shoam est arrivé. En fait, l'idée de Shoam est née avec deux problématiques. Une première, c'était celle d'orienter nos clients qui voulaient réaliser du mobilier. C'était de les accompagner et de les structurer. Parce que souvent, ils venaient avec une idée et ça partait un peu dans tous les sens. Donc, on voulait pouvoir les accompagner en ligne et réduire en fait les allers-retours avec le client pour On a gagner du oublié temps. un tout petit détail qui a son importance. Tu es dans, je dirais, le secteur du marbre depuis 10 ans, si je ne m'abuse. Et c'est comme ça que tu as vu ces opportunités, déjà pour mettre un peu de contexte. Oui, mon mari est marbrier, il a une marbrerie depuis bientôt 15 ans et il est issu d'une famille de 3 générations de marbriers.
Super. Donc ça, c'était plutôt pour les clients particuliers, mais aussi les professionnels qui souhaitent réaliser des collections et qui, eux, vont plutôt être intéressés par les chutes. Donc les chutes de la Marbrerie, c'est à peu près 3 mètres cubes qui partaient dans des bennes pour à peu près 3 mètres cubes par mois. Et ces chutes-là, on ne pouvait plus les stocker par manque de place. Ça représentait une perte. C'était pas très écologique. Donc, le choix m'est né avec cette problématique-là également. Ok. Levier digital, nouveau levier digital de la Marbrerie, Shoham, qui va donc proposer une collection personnalisée, semi-personnalisable, et surtout de recycler toutes ces chutes qu'on perd tous les mois. Et donc, je vois venir le configurateur ici. Dès la première version du site Internet, vous avez proposé un configurateur, si je comprends bien, pour essayer d'écouler ces chutes. Donc, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a mis le site en ligne, il s'est passé à peu près 1 an. C'est le temps qu'il a fallu pour se structurer, réfléchir à tout le concept, être accompagné avec une DA, bénéficier de son équipe. Donc, on avait un développeur parmi l'équipe. Et sur la première version donc, du configurateur, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on est parti de la chute pour réaliser un mobilier. Ok. On n'a pas rencontré le public. On a continué d'avoir des appels des clients qui étaient intéressés par les chutes, mais qui avaient d'autres idées. En fait, ils n'étaient pas intéressés de ce concept de partir de la chute pour arriver à un mobilier. Ils voulaient uniquement la chute. Si je comprends bien, tu partais d'une chute de 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre, et vous proposiez de fabriquer une table finie, une chaise, une table basse, ce genre de choses. La table, lui fournir les pieds, etc. Il avait un design. C'est vrai qu'on se dit que c'est plutôt une bonne idée, c'est écologique, c'est RSE, c'est dans l'air du temps. Ça peut s'adresser aux particuliers comme aux professionnels et derrière décliner peut-être. Ça paraît être une bonne idée de départ, en tout cas. Et le process de fabrication, du coup, du premier, techniquement, peut-être un peu plus, comment ça s'est passé avec tes prestataires pour créer cette V1? Parce que vous l'avez compris, on va arriver sur une V2 ensuite. Oui, alors donc il y avait la partie du mobilier, donc ça on va différencier. Donc on a la partie du mobilier et la partie du configurateur pour les chutes. La partie configurateur. Exactement. La partie mobilier, on a déjà été limité. On voulait du personnalisable. On a dû se restreindre à du semi-personnalisable parce qu'on a utilisé un plugin et on était limité par les variations pour pas créer trop de poids et pour pas réduire la vitesse de navigation pour les utilisateurs. Okay. Et ensuite, pour la V1 du configurateur, on n'a pas rencontré de problèmes techniques majeurs. On est parti d'un plugin et avec une partie de personnalisation. Mais ça, nous, dans le back-office, on ne l'a pas senti en fait. C'est juste un peu. Manquait un petit peu d'autonomie. On manquait un petit peu d'autonomie. Quand il y avait des modifications, il fallait repasser par le développeur. Ouais. Bon, et il n'y avait pas beaucoup de clients au rendez-vous sur cette partie du configurateur. Du coup, vous êtes remis autour de la table. Du coup, on s'est remis autour de la table. En fait, nos clients voulaient encore plus de personnalisation. Et on est parti juste du constat qu'en fait, quand ils voulaient une chute, ils voulaient une chute. Ils avaient déjà leur idée. Et ils voulaient que ce soit donc pour les professionnels, par souci de développement durable, ou simplement pour les particuliers qui avaient son idée arrêtée, ils voulaient simplement une chute. Donc maintenant, sur la V2, on a une chute qu'on transforme pour devenir une chute, mais vous pouvez partir donc de la chute et choisir de la redécouper ou non, de choisir sa forme et le type de bord qu'elle va avoir. Ok. En fait, l'idée était encore plus simple que l'idée de départ. On va pas faire des meubles avec, on va leur livrer des chutes. On va leur livrer des chutes. Parce que oui, c'est des gens sans doute créatifs pour la plupart qui ont des idées, peut-être pour leur mobilier ou leur décoration, pour les réutiliser. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le configurateur
plus en termes d'expérience utilisateur, quand on est sur le site, comment ça se passe? Alors, le client va avoir un aperçu en fait de toutes les chutes qui sont disponibles. Il va Ok, pouvoir les filtrer par matière ou par couleur, par taille aussi. Et ok. ensuite, Étape 1, on choisit sa chute. Étape 1. premièrement, on choisit sa chute et ensuite, on personnalise directement la chute. Ça se fait en 2 étapes, c'est assez facile. Donc, il peut choisir de la recouper ou pas et ensuite de choisir une forme euh, et la finition des bords également. Excellent, efficace. Étape numéro 1, on filtre, on choisit la chute. On arrive à l'étape numéro 2, on coupe la chute, on la retaille et on choisit les bords. Exactement. Terminé, validé, on l'envoie dans le panier. Exactement. Exceptionnel. Et alors, cette nouvelle version, elle Alors, fonctionne? ouais, on est content de la nouvelle version. On a été un peu frustré pendant la réalisation de cette version parce qu'on avait déjà des nouvelles idées pour la version 3, mais on s'en est tenu à la première version pour pouvoir la sortir assez vite. Okay. Les Excellent. clients, sur le retour client, on continue du coup d'avoir des appels et ils ont besoin encore de plus de personnalisation. Ah oui, pour les évolutions, effectivement. Pour les évolutions, donc on est dessus. Et si je recroise avec la volonté de départ, donc il y a 2 ans et demi, donc 1 an et demi plus 1 an, il y a 2 ans et demi, quand vous êtes dit avec ton mari, pourrait digitaliser un petit peu ces demandes sur mesure, est-ce que là, au bout de 2 ans et demi, on y vient un peu? Il y a beaucoup de clients qui passent le pas, du full en ligne. Il y en a bien sûr qui doivent appeler pour être rassurés ou demander un conseil, j'imagine, mais est-ce que ça a fait gagner pas mal de temps là-dessus? Ça a fait gagner du temps. Donc, la bonne surprise à chaque fois, c'est d'ouvrir le site et de voir qu'on a eu une nouvelle vente avec un client qui n'a pas été accompagné. Donc, oui, parfois, ils ont besoin d'être rassurés, de bien comprendre certaines choses, mais il y en a qui se lancent et c'est nous qui leur donnons des nouvelles d'ailleurs pour le choix de la tranche quand ils choisissent un mobilier. Oui, il peut y avoir des beaux onboarding, des beaux suivis clients à faire après. C'est des pièces qui sont belles. Et pour élargir un tout petit peu le sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, spécialement la logistique, mais j'imagine que c'est des pièces qui sont assez lourdes. Ça fait au moins, j'imagine, 5, 10, 15 kilos. Ça peut sans doute aller à plusieurs dizaines ou centaines pour certaines. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, la logistique derrière? Vous êtes avec du transporteur privé, j'imagine? Oui, on est sur du privé et pour des montées en étage sur Paris, par exemple, on est sur des déménageurs. Ou Déménageur, des plus déménageurs transporteur. d'œuvres d'art, de Ah oui, pianos. Voilà. ah oui. Ok, top. Je me tourne vers Cyril, qui va nous donner un regard peut-être un peu plus technique là-dessus, que j'aime bien, avec Cyril en général dans notre approche quand on fait des propositions aux clients, euh, et qui lui parle comme si lui expliquait le devis. Et je trouve que ça fonctionne assez bien pour compléter l'approche stratégique et client de Delphine. C'est que tu nous dises techniquement comment ça va se passer en fait. C'est quoi tes premières questions quand si tu audites un projet de configurateur comme ça? Techniquement, vraiment parlant. Du coup, mes premières questions déjà, ça va être de me poser la question de si l'utilisateur a déjà cherché à savoir s'il y a de la demande en fait sur le projet qu'il veut faire. Ouais. Donc souvent en fait, ça va se faire avec une solution qui va permettre de aller chercher si on a de la demande et créer une première version vraiment loin d'être parfaite du tunnel à faire avec par exemple un typeform qui va permettre de moduler et de trouver vraiment le besoin précis de l'utilisateur pour pouvoir après se lancer sur un tunnel qui va être du coup du développement personnalisé, qui va être beaucoup plus cher. Parce que dans le milieu, on a pas mal de plugins, mais souvent les plugins ne matchent pas les besoins des clients. C'est-à-dire qu'ils ont souvent des spécificités qui fait que on peut pas aller sur ce dont le client a besoin.
C'est compliqué pour un configurateur de trouver le plugin parfait. C'est très compliqué. C'est assez lourd, technique. C'est très compliqué. C'est vrai. Et c'est un super conseil, ça, effectivement, de se poser avec un petit formulaire amélioré ou un Typeform. Typeform, c'est vrai. C'est un outil premium pour ça, pour affiner les recherches. Ça, c'est un top conseil. Et même au niveau, en fait, de comment on va organiser le développement, même une fois qu'on a eu le Typeform, qu'on sait à peu près ce que l'utilisateur veut, en fait, il va y avoir beaucoup de détails quand on va avoir fini la première version qui vont pas être exactement ce que l'utilisateur veut. Et donc, du coup, on va être souvent sur une sorte de petite boucle où on va développer, on va demander au client si c'est bon d'abord, puis on va du coup faire les changements en fonction du client. Donc, pour ça, par exemple, on peut utiliser les Loom, et après derrière, une fois qu'on a vraiment déployé ça en production, on peut utiliser une technologie de tracking comme du coup Hotjar ou Google Track Manager pour regarder où est-ce que les clients bloquent et résoudre le petit problème. Ce qui était fabuleux avec Loom, pour ma part, c'est qu'on était parfaitement autonome. En fait, très rapidement, on a pris en main le configurateur et c'était important que moi qui ai un peu l'habitude que je sache le faire, mais surtout les employés qui ont moins l'habitude, c'était un tuto parfait pour eux. Vous avez fait un système de recettes comme ça aussi en vidéo à la production du simulateur? Oui, exactement. Ok, donc tu connais Loom. Exceptionnel Loom. Loom, Arcade ou d'autres outils comme ça, c'est exceptionnel. C'était merveilleux. Exceptionnel. Pour les clients, ou si vous faites des sites web, si vous regardez, si vous êtes client, si vous ne connaissez pas encore Loom, j'ai pas de code promo, mais foncez Loom. Exceptionnel. Cyril, alors merci pour les conseils techniques déjà, petite V1 et le tracking, très important. Côté production, si on est sur du plugin, ok, on sait à peu près comment ça se passe. On peut éventuellement rajouter une petite couche custom, mais on ne va pas perdre de temps là-dessus. Le configurateur V2 de Shoam, on l'a vu, il est full custom. Comment on fait pour produire ça? Déjà, en back-office. Le plus important, j'imagine que c'est le back-office. En tout cas, on réfléchit toujours comme ça quand on crée des plugins sur mesure. On commence par le back-office. Comment tu vas faire pour le client? Quelle approche tu vas avoir avec lui? Ça va dépendre. En fait, la première étape, ça va dépendre si le client a déjà fait la démarche de créer des mock-ups, tout simplement, de ce qu'il veut en front. Donc là, de ce que j'ai compris avec Shoam, c'était déjà le cas. Et du coup, en fait, si ça n'a pas été fait, la première étape, ça va être justement d'aller sur créer des mock-ups pour définir ce dont le client a besoin. Les maquettes. Après, si cette étape est passée, on va effectivement s'attaquer au back. Donc, c'est l'endroit, en fait, où on va pouvoir soit modifier les données, soit tout simplement pouvoir stocker les données pour pouvoir les réutiliser au niveau du front que voit le client. Donc, du coup, pour ça, dans le cas de Shoam, on va être vraiment sur on va être vraiment lié en fait à WooCommerce, et c'est ce qui va tout simplement permettre de garder une interface cohérente pour justement comment ça se passe en back-office pour le client? C'est en techno, c'est quoi? C'est PHP? Tu crées d'abord le back, c'est vraiment du PHP en fait. Tu vas être sur dans WooCommerce, et dans WooCommerce, il va y avoir des champs qui vont être rajoutés dans l'interface WooCommerce. C'est-à-dire qu'on tente en fait de faire en sorte que ça soit le plus transparent possible pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il voit pas la produits, tu te connectes sur l'API des produits, tu rajoutes des champs. C'est ça. Ok. Pour nous, c'était vraiment comme un plugin. On avait des variations à remplir et ça avait la même apparence qu'un plugin. Pas de grands changements pour nous. Que dans WooCommerce. Ok, je comprends. Et après, ensuite, le lien, voilà, comment tu bascules tout ça pour la vision client? Après, sur le lien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par l'API WordPress. Donc, vous, l'API WordPress, c'est assez simple, en fait. C'est un endroit où on va avoir des URL, et quand on rentre dans une URL, au lieu d'envoyer du coup une page visuelle de l'HTML, ça va nous envoyer un format JSON, en fait, qui va être tout simplement juste la donnée de la page. Et du coup, ce JSON, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le réutiliser sans avoir à retirer toute la mise en forme autour. Et
Du coup, c'est pour ça que derrière, on va passer en front sur justement de l'Ajax qui va nous permettre de, en fait, réutiliser la réponse de l'API dans du JavaScript pour modifier l'apparence de la page. Pourquoi est-ce qu'on passe par de l'Ajax, donc du coup du JavaScript qui contrôle l'apparence de la page et qui fait les requêtes pour nous? Pour une raison assez simple, en fait, on va tenter de réduire les chargements de page. On est sur un projet qui est de l'acquisition. Et du coup, dans l'acquisition, il y a quelque chose qui est une constante, c'est que l'utilisateur n'aime pas quand la page se recharge. C'est pour ça qu'on va tenter de le limiter le plus possible. Et un bon C'est ça moyen de qui est faire ça, très difficile avec les configurateurs, hein, c'est qu'ils soient c'est ça. réactifs, pas trop lourds, ça fasse pas chauffer la bécane. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et du coup, en fait, l'Ajax va être là exactement pour empêcher la page de se recharger toutes les 5 secondes dès que l'utilisateur Hmm. clique sur une configuration ou quand il change d'état. Ok, Une donc autre là, on petite... a notre page du configurateur. Si j'ai bien compris, plus vulgairement, on monte les données, peu importe le format en JSON, bon, ça arrive là, on a une mise en page qui est en Ajax pour l'aspect dynamique. Comment t'envoies tout ça dans le panier? Après, on connaît le tunnel de vente, le paiement, etc. Bon. Et comment t'envoies ces données dans le panier? Comme j'ai dit, en fait, tout va se passer au niveau de l'Ajax. C'est l'Ajax qui va aller en fait faire une requête vers du coup l'API de WordPress et après, du coup, à partir des endpoints, donc du coup, en fait, les URL qui renvoient de la data, on va pouvoir Mhm. soit récupérer de la data, soit mettre à jour Ah, des données. Et donc, du coup, c'est comme ça, en fait, on rajoute le produit dans le panier. On fait tout simplement un appel qui passe de l'Ajax vers du coup l'API qui, elle, met à jour le panier avec le nouveau produit. d'accord. Ok, c'était pour l'aspect très technique. On pensait à faire une petite capsule. Encore une fois, on prend vos retours dans ce premier numéro. On pensait faire une petite capsule très technique pour pas perdre les auditeurs qui sont plus stratégiques et clients. Une petite capsule de 5-10 minutes peut-être avec Cyril pour être très technique et rentrer voilà, dans les aspects plus développeurs, donc qui s'adresserait peut-être plus à des personnes tech qui souhaiteraient t'aider sur cette création-là, en tout cas avoir une base de connaissances. Euh, voilà, donc vous nous direz si vous êtes intéressé, et Cyril, on enregistrera peut-être cette petite capsule pour aller plus loin. C'est top. Quelque chose. Est-ce que tu as des questions peut-être, toi, Delphine? Techniquement, il y a des choses qui restent vagues pour toi, ou tu as à peu près tout compris sur la manière de travailler tes devs. Il y a des choses qui. Tu te demandes comment ça se passe là-dessous, ou tu as des bugs parfois techniquement. Euh, Non, pour moi, c'est assez fluide. Ce que je pourrais rajouter, c'est que sur tout ce qui va être autonomie, je vais avoir la partie de gestion quand j'ajoute en fait une nouvelle matière. Et j'ai aussi une mhm, partie où je garde la main, qui va être si mes coûts de revient augmentent en fait. Donc ça va être tout ce qui est les découpes, les prix des découpes ou du transport. Voilà, tout ça, j'ai la main dessus et je peux aller moi-même les modifier. C'est ultra important. Je n'ai pas besoin d'attendre mm, que le développeur il me fasse son retour sur ça. Donc yes. voilà, très, très content. Pour moi, c'était la solution parfaite. Toi, tu as la main sur les données, en fait, ce que nous expliquait Cyril, tu as la main sur les données. Oui, Voilà. Et l'aspect visuel ou les nouvelles fonctionnalités éventuelles, ça devra repasser par du dev, évidemment, puisque ce n'est pas un plugin. Toi, tu as toute la main sur les données. Donc, c'est top. Je vais peut-être te faire un rappel des points clés qu'on a vus avant de remercier Delphine pour ce premier épisode de WordPress et compagnie. Avec l'exemple de Delphine et d'une marbrerie pour un configurateur de produits sur WordPress intégré à WooCommerce, on a vu que c'était très important de tester la demande. On voit que Delphine est arrivée au terme d'une V2 à vraiment un product market fit et c'est déjà très rapide. Donc n'hésitez pas à tester la demande précise, peut-être avec des solutions comme proposé Cyril, un peu plus simples qu'un configurateur tout de suite, puisqu'on a vu que c'était quand même beaucoup de développement. Ça, c'est le premier point. Euh, des intervenants, ça c'est important aussi, donc vous aurez besoin
La graphiste, c'est indispensable. Et ensuite, très probablement, un développeur plutôt full stack qui peut gérer à la fois le back et le front. Ce sera plus léger pour vous. Les outils, soit du plugin, les possibilités vont être un peu limitées. Vous n'arriverez sans doute pas précisément visuellement à ce que vous voulez, à toutes les fonctionnalités, mais ça a peut-être l'avantage de pouvoir faire une V1 moins onéreuse, ou le custom, comme Shoam, mais qui savait déjà pour sa deuxième version. Je me rappelle, on est parti sur un plugin pour la V1, donc très bon choix. Voilà. On a testé le produit, il a moyennement marché. La V2, on connaît notre marché, on peut partir sur du full custom, investir du temps, de l'argent. Voilà les deux outils possibles. Évidemment, une fois que c'est en prod, je retiens très important dans le configurateur les étapes, de scinder en étapes. On avait sur Shoam 2 étapes. Le choix de la chute, donc et ensuite la personnalisation de cette chute. C'est logique dans ce cas-là. Et pensez à bien scinder en étapes pour pouvoir faire du tracking et comprendre, si vous devez apporter des améliorations, où est-ce que vous quitte votre visiteur. Ça, c'est très important. Où est-ce qu'il s'arrête dans le tunnel de vente. Évidemment, le service client, le service après-vente dont nous parlait Delphine, vous servira aussi à faire évoluer votre produit et votre business. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez compris comment fonctionnent les configurateurs. Évidemment, on peut créer votre configurateur. Évidemment, on peut auditer le projet. Vous nous contactez sur support@arten.com ou dans les commentaires, évidemment. Delphine, encore merci d'avoir participé à ce premier podcast. J'espère le premier d'une longue série. Longue vie à Shoam et encore au moins 3 générations de marbriers. Merci. Cyril, à la prochaine. À la prochaine. Et fin.